Je veux parler du design. Oui. Non, je pense que on va si, c'est bon. Donc, je vous en prie. Voilà, vous parlez et ensuite nous passerons à autre chose, aux choses sérieuses. Bonjour, bonsoir. Merci à Monsieur Médizois et félicitations pour cette médaille. Je suis très fière que mon pays vous décore. Je trouve que c'est vraiment mérité. Merci aussi à Monsieur Ahmed Gidou pour votre accueil tous les deux depuis une semaine. Votre accueil très chaleureux, pour votre amitié et pour l'honneur que vous me faites de me donner la parole devant vous. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'art et du design, bonsoir. Le design est aujourd'hui partout, mais comment s'en étonner? Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, avec des niveaux de vie en progression. Il faut bien s'organiser pour que ça puisse continuer. Le mot design est à la mode, il est utilisé de multiples façons et parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Pour ma part, je m'intéresse plus particulièrement au design depuis une quinzaine d'années en devenant directrice d'une école supérieure d'art et design pour le ministère de la Culture, et je parlerai depuis ce point de vue, celui de la dimension culturelle du design, de sa dimension critique, cette critique implicite dans tout acte de création. Je voudrais ce soir tenter avec vous d'aborder une définition fluide du design et du designer. Fluide, parce que tout ça est toujours très mouvant. Deux moments historiques bornent notre conception du design, la révolution industrielle du 19e siècle et la révolution numérique du 21e siècle. Entre ces deux périodes, l'humanité a globalement satisfait ses besoins et l'enjeu n'est plus de manger à sa faim ni d'avoir chaud pour la majorité des humains, même si de grandes inégalités demeurent, voire se creusent encore, et l'on ne sait plus trop bien aujourd'hui où l'on va. L'enjeu actuel du développement par le design est l'épanouissement de l'individu, le partage des richesses et la préservation de nos acquis, de nos modes de vie acquis, de notre consommation énergétique acquise dans un monde que l'on sait maintenant tout à fait épuisable. Le design, contrairement à l'ingénieur qui placera la technique au centre de sa conception, le design place l'usager au centre de son projet. Et nous enseignons donc à nos élèves de nourrir leur regard sur la création d'objets, d'espaces, de mobilier, par une compréhension des fonctionnements des artefacts dans notre société, par une compréhension des usages explicites ou implicites ou à inventer pour ces objets. Le rôle du designer aujourd'hui est toujours d'adapter nos outils et les produits de la technologie à nos modes de vie, et non pas le contraire. Et cela dans tous les domaines. On ne se nourrit plus aujourd'hui comme on se nourrissait il y a 200 ans, on ne se déplace plus de la même façon qu'il y a 20 ans, et cela génère de nouvelles attentes, de nouveaux espaces de travail, de production, de conception pour le design. Cette question du contexte, qui est essentielle par rapport à notre planète, cette question du contexte est aussi essentielle par rapport à notre planète dont les ressources se raréfient. C'est la nouvelle donne fondamentale pour le design. On ne peut plus produire de la même façon. On doit également imaginer des substituts pour maintenir notre niveau de vie sans faire appel aux mêmes quantités de ressources. Je voudrais évoquer rapidement une école dont on fête les 100 ans cette année, qui est l'école du Bauhaus, et qui est une sorte de modèle pour toutes les écoles d'art et design dans le monde. École donc qui fête ses 100 ans et qui a répondu à ces problématiques de l'usager, de la technique, de l'humain, avec un modèle qui mettait la création artistique au service de l'industrie et du plus grand nombre pour participer à la construction d'un monde nouveau. Ce n'est pas le confort et la technologie pour tous que nous cherchons, mais c'est aussi le beau pour tous. Pour cela, qu'est-ce que le Bauhaus a imaginé? Ils ont imaginé d'inviter des artistes, des grands peintres, des grands architectes à créer pour l'industrie. Ils ont invité des artisans et leur savoir-faire ancestraux à nourrir la création industrielle, à apporter leur puissance créatrice. Et ils se sont ouverts à d'autres disciplines, le théâtre,
l'art performance qui a été inventé par le Bauhaus par exemple. En tous les cas, la transdisciplinarité qui nourrit le design aujourd'hui. Laszlo Molinaj, un artiste et théoricien hongrois, professeur leader de la seconde époque du Bauhaus, a écrit en 1947 un texte prémonitoire pour notre époque qui s'intitulait « Nouvelle approche, le design pour la vie ». Il met en avant 3 concepts, 3 domaines d'action qui doivent guider le designer, et ces concepts nous éclairent sur le rôle du design aujourd'hui. Le premier, c'est la complexité. Le designer mène une tâche complexe car il doit faire intervenir dans sa conception des données extrêmement variées. C'est un assembleur de choses conceptuelles et matérielles. Ce designer a une position qui a changé, il n'est plus dessinateur de projet, mais il est assembleur. Il se place au centre des processus d'innovation et de production. Il devient éditeur de ses propres propositions. Il initie de nouvelles chaînes, il met en place des processus. La création n'est plus seulement la course au marketing pour le nouveau. Le créateur, qu'est le designer, est responsable d'un monde durable. Le second concept, c'est celui de la transdisciplinarité. Le designer doit avoir une connaissance de tous les fondamentaux de son domaine d'intervention. L'art, la science, la technologie, l'économie, la sociologie, le marketing. Et ce n'est pas forcément une connaissance, et si ce n'est pas forcément une connaissance approfondie, c'est au moins une sensibilité à des problématiques larges, une intuition qui lui permet de saisir les enjeux de sa création dans un ensemble de domaines. Le troisième concept, c'est celui de la relation. Le designer est celui qui doit faire le lien entre des réalités éloignées, qu'il s'agisse du producteur et du consommateur, de l'art et de l'industrie, de l'anthropologie et de la géographie, par exemple. Faire le lien entre les hommes, construire en fait un système social à son échelle. Il est porteur de valeurs humanistes, l'esthétique, le respect, le partage, la différenciation et la lutte contre l'uniformisation culturelle, l'écologie. Le designer n'est pas un spécialiste, mais un généraliste accordé à son époque, au sens où un violon est accordé à l'orchestre, porteur d'un esprit d'ingéniosité et d'inventivité, dit Laszlo Molinaj. Plus qu'une profession, le design est donc une aptitude générale à transformer, à dépasser le monde tel qu'il est pour le mettre au service de l'homme. Et d'une certaine façon, tout design est un design de service. Je pourrais prendre comme exemple le magnifique système d'irrigation de Chef Chawan que j'ai pu découvrir il y a quelques jours. Ce système d'irrigation ancestrale distribue l'eau, mais organise également toute la vie domestique, avec les lavoirs, toute la vie sociale, toute la production alimentaire, avec les moulins, les fours. C'est pour moi du design avant la lettre. Et je voudrais dire donc à chaque étudiant en design, chaque étudiante, qu'il ou elle doit se poser chaque fois la question: est-ce que ma création, cela sert la vie? Est-ce que cela sert un développement respectueux de l'homme et de son environnement? Est-ce que cela crée du lien entre les humains? Je parlais rapidement à propos du Bauhaus de la puissance créatrice des métiers d'art, dont c'est un des concepts fondateurs. Cette puissance créatrice reste tout à fait valable. Elle est même relancée, je crois, par la mondialisation culturelle qui nous permet de rencontrer des manières de faire et de faire des sociétés qui étaient encore récemment en marge de l'industrialisation. Le travail de la main, les mises en œuvre traditionnelles des matériaux, les savoir-faire accumulés au cours des siècles autour de la céramique, du tissage, de l'impression, sont des ressources pour le design du XXIe siècle. La visite extraordinaire que j'ai pu faire au village des potières de Franali cette semaine montre que leur organisation ancestrale répond aux valeurs que l'on cherche dans la société aujourd'hui. Économie circulaire, c'est-à-dire proximité des ressources avec les lieux de transformation et de commercialisation. Zéro déchet, entièrement recyclable, retour de la terre à la terre. Respect de l'environnement, architecture respectueuse du paysage, etc. Oui, on sait que leur vie est difficile et il faut absolument la faire évoluer, mais sans repasser par l'étape d'urbanisation et d'industrialisation qui a détruit nos ressources.
Il y a une merveilleuse place pour ces femmes et ces familles dans le XXIe siècle, car ce sont elles qui nous montrent le chemin. Pour moi, le designer est aussi un artisan parce qu'il s'intéresse, comme l'artisan, à la poésie des objets qu'il produit. Parce qu'il travaille avec ses mains, qu'il observe la matière. Généraliste, c'est un créateur qui sait prendre le temps, qui sait s'intéresser à des données techniques et poétiques et qui sait se projeter dans un monde inconnu. C'est un humaniste, son travail est de rendre notre monde habitable. Et à propos de cette force de transformation du design, je voudrais conclure avec la Biennale internationale design de Saint-Étienne, qui a été créée à la fin du XXe siècle et qui aborde toujours ces questions, tout en transformant aussi son territoire. La ville est devenue un laboratoire du design. Je vous donne quelques thèmes qui ont été abordés. Working Promise en 2017 était une biennale sur la fin de l'organisation du travail telle qu'on la connaît. Miyuno en 2019 était une exposition sur la question de la société inclusive, comment ne laisser personne sur le bord du chemin. Et la prochaine biennale, qui aura lieu en avril 2021, et à laquelle je vous invite tous chaleureusement, aura pour thème bifurcation, comment le design accompagne le changement. Voilà, je vous remercie.